32. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Saunier, je suis secrétaire général de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport. Cette association elle existe depuis 25 ans, elle a une expertise connue et reconnue. C'est un réseau qui fédère plus de 8000 collectivités partout en France, essentiellement du bloc communal, communes et intercommunalités. Et évidemment, nous sommes un partenaire important du Salon des sports. Et dans le cadre de l'atelier dont on pouvait disposer à l'occasion de ce salon, il nous a paru important au niveau du réseau ce matin de pouvoir évoquer avec vous un sujet qui pour nous est extrêmement structurant, à la fois dans le cadre on va dire de la clôture du mandat municipal qui arrive à l'occasion de 2025 et des futures échéances 2026, mais aussi poser des perspectives justement dans ce cadre. Cet outil, c'est le projet sportif local. Sachez qu'en fait, ce format, il est inscrit dans la loi sur la démocratisation du sport de 2022, de mars 2022, qui a intégré, alors c'est pas tout à fait la même terminologie puisqu'on parle de plan sportif local, mais il a pour vocation pleinement d'accompagner, on va dire, la communauté et les acteurs du sport d'un territoire dans une démarche de formalisation, d'organisation d'une politique sportive. Et l'objectif de nous ce matin, c'est de pouvoir évoquer avec vous ces modalités, ces méthodes et porter quelques témoignages au niveau du réseau qui nous ont permis en fait de mettre en place ces principes. Et il nous semble essentiel au seuil des prochaines élections municipales, dans la perspective de 2026 justement, de pouvoir, pour les acteurs, parfois élus du sport que vous êtes, ou acteurs du mouvement sportif ou associatif, ou tout simplement d'agents de nos collectivités, que vous soyez en capacité d'appréhender ce défi. Et puis simultanément, parce que là aussi, ça concourt à cette démarche, on pourra parler avec vous des enjeux d'évaluation et des indicateurs qui sont importants à mettre en place dans le cadre de ces démarches. Et là aussi, c'est de nature à pouvoir pleinement valoriser votre politique sportive. Et c'est aussi pour ça que l'ANDES, qui est propriétaire avec Union Sport et Cycle du label Ville Active et Sportive, vous fera aussi un focus dans ce cadre-là pour vous expliquer en quoi, en plus, avec ce label, vous avez la capacité pleine et entière de valoriser pleinement votre politique municipale. Donc, vont m'accompagner à l'occasion de ce temps d'échange Raphaël Blanchard, qui est adjoint au maire de Reims, qui a mis en place ce type de projet. Et puis, ma consoeur également, Catherine Léonidas, qui est adjointe au maire de La Rochelle et qui nous fera aussi part de la démarche qu'elle a pu conduire dans ce cadre. Normalement, même s'il est retenu sur un autre site, Patrick Appéré, le président de l'ANDES, devrait nous rejoindre pour la phase conclusive normalement. Comme je vous l'indiquais, un peu du projet sportif local, il est inscrit dans la loi, c'est l'article 14, et je vais vous en donner la définition. Les communes et les EPCI peuvent établir un plan sportif local ou projet sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et les actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation donc d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Ça, ce sont les contours tels qu'ils ont été définis par la loi. Volontairement et aussi en cadre des échanges permanents que nous avons avec le ministère, nous avons souhaité ne pas figer le principe du projet sportif local parce qu'il aurait pu faire l'objet d'un décret. Et donc, volontairement, il nous a semblé important de rester dans un format de démarche ascendante pour faire en sorte que chaque territoire, idéalement dans un périmètre intercommunal ou communal, en fonction de la taille de votre collectivité, s'approprie ce défi, ces éléments de méthode, et puis donc puisse élaborer ce projet sportif. Donc je vais laisser sans plus attendre la parole à Raphaël pour qu'il nous donne un peu les contours, les éléments de méthode et un peu le calendrier dans lequel il a inscrit sa démarche pour que vous ayez un peu justement les clés concrètes de la façon dont on peut appréhender et construire ce type de projet sportif local.
Raphaël, c'est à toi. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous. De manière complémentaire aux éléments proposés par notre secrétaire général, je souhaitais évoquer le fait que ça entre aussi en écho du projet sportif fédéral, donc ça qui appartient aux fédérations, et par ailleurs du projet sportif territorial qui a été mis en place dans la nouvelle gouvernance du sport au niveau du périmètre régional, en sachant que des projets sur le périmètre régional existaient déjà auparavant dans certaines régions. Je pense notamment au Grand Est, avec le Parlement du sport qui avait été mis en place par monsieur Omeyer en tant que vice-président de la région. Pour la ville de Reims, très précisément, parce que ce projet sportif local, ce plan sportif local, on l'avait évoqué avec l'Andes dans le cadre des auditions qu'on avait avec les sénateurs et les députés dans le cadre de la loi démocratisation du sport. C'était pour le coup quelque chose qu'on avait déjà imaginé avec Arnaud Robinet, maire de Reims. C'était dans le cadre des engagements municipaux en 2020. Il y avait beaucoup d'engagements forts pour le sport. Et l'un d'entre eux était en effet la mise en place d'un projet sportif local qu'on a appelé la charte du sport rémoise. Et par ailleurs, et vous verrez que ce binôme il est important, le schéma directeur des équipements sportifs. Alors je me permets d'associer à mon propos la direction des sports de la ville de Reims qui est présente, Arnaud Cherliac, directeur des sports, avec Sophie et Adeline qui sont juste à côté, parce que cette démarche-là, elle doit être faite avec les agents, avec les clubs et avec l'ensemble des partenaires. Cette démarche, on a eu entre guillemets un peu de chance, c'est que ce projet sportif local, dès juillet 2020, donc en pleine période Covid, si on s'en souvient un peu, monsieur le maire a fait un courrier à l'ensemble des clubs pour les inviter en septembre. On a réussi à faire une réunion en présentiel à la rentrée. Ça a été la seule où on a réuni l'ensemble des clubs et les partenaires. Alors, quand je dis les partenaires, c'est l'éducation nationale, c'est le sport universitaire, c'est l'université, c'est les organismes santé qui peuvent être en lien, c'est l'UCEP et ainsi de suite. On a mis en place des pôles sportifs participatifs. Concrètement, c'est des réunions qui ont réuni par pôle géographique, donc un lieu multisport, multi-activité, où on a plusieurs associations. Donc il y a une vie entre guillemets commune, même si on sait que les associations parfois sont chacun dans leur périmètre parce qu'il y a la densité d'activités. Et d'autre part, des lieux, des pôles qui étaient sur des activités, donc les terrains de grands jeux, les gymnases, les patinoires, les piscines, parce qu'on a tout ça à Reims. Et pendant 2 ans, on a réuni les clubs dans ces pôles pour construire la démarche. Concrètement, premier élément, ça a été de donner la parole aux clubs et aux partenaires. Deuxième élément, ça a été à partir de la trame qui était très lourde, je l'avoue, c'était d'en ressortir les éléments clés, de donner une construction à ce projet, lui donner une pérennité à la fois objective, parce que ce n'est pas uniquement un objet politique, c'était vraiment objectif dans la construction de la vie sportive à Reims. Et par ailleurs, on a eu des stagiaires à la direction des sports qui ont eu des contacts individuels avec chaque club pour aussi aller dans le détail de chaque organisation, de chaque club, qui ont des spécificités. Je pense nécessairement au sport de glace, parce qu'il y a le sujet des équipements, le coût de la pratique, des éléments techniques vraiment très précis. Ce qui nous a permis, en 1 an et demi, avant donc ces 2 années, de réaliser un document qui est très complet, qui donne une base de travail au club, qui est commune et sur lequel, je le précise, on a eu plusieurs commentaires sur le dernier retour, le premier rétexte avant document final. Et le deuxième, quasiment tout le monde était unanime. On n'avait plus de commentaires. Concrètement, le document était partagé par l'ensemble des acteurs. Dans le même temps, l'autre direction, du moins la partie de la direction qui gère les équipements sportifs, à la fois les stades, les piscines et les gymnases, on avait déjà un travail sur étayer l'ensemble des équipements sportifs qui étaient dans la collectivité, à la fois leur état, les besoins sollicités par les clubs, et puis les orientations de nouveaux lieux de pratique, notamment les sites en libre accès qu'on a intégrés à cette partie schéma directeur. À partir de ces éléments, on a été chercher, dans un deuxième temps, toujours dans ce temps entre 2020 et 2023, janvier 2023, un regard extérieur. Donc on a utilisé la compétence en externe pour aussi avoir un regard sur comment étaient nos équipements et comment ils étaient regardés par d'autres au-delà de nous, finalement, le quotidien. On le sait que quand on est pratiquant, quand on est élu, quand on est association, on vit notre pratique sportive en lien avec ce qu'on vit au quotidien. Et parfois, le quotidien remplace la notion de projective, de prospective que l'on a normalement dans le projet associatif des clubs. Ce qui nous a permis en janvier 2023 de présenter à la fois cette charte du sport, co-signée en septembre 2022,
et qui s'est mis en place depuis 3 ans sur notamment des orientations sur le budget. Nécessairement, ça a des conséquences budgétaires sur les subventions, à la fois en fonctionnement et en équipement, et puis des orientations avec d'autres partenaires sur du mécénat, sur de l'événementiel, pour construire encore une fois ce projet. Le schéma directeur des équipements sportifs s'est orienté sur 10 années. Alors ça ira un peu plus loin parce que ça ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques difficultés budgétaires en ce moment. Donc ça va s'étaler un petit peu. Mais sur 10 ans, on va mettre 150 millions d'euros sur les équipements sportifs, mais pas de manière bête. Concrètement, l'état des lieux qu'on avait fait, c'est rénovation énergétique, le coût énergétique des équipements, donc prioriser là-dessus. Le deuxième sujet, c'est le structurel des équipements sportifs qui parfois étaient mis en fragilité. Et puis aussi une orientation sur les nouvelles pratiques et nouveaux besoins des clubs. Je pense notamment, alors bêtement, au clubhouse dans les gymnases qui pour un certain nombre n'étaient pas prévus. C'est ces 3 objectifs qui ont permis de construire une projection sur les équipements et par ailleurs la mise en place du projet sportif sur la partie fonctionnement, sur le accompagnement. Et on a inclus en plus de cela l'accompagnement des clubs sur les compétences qui sont à la direction des sports, sur comment les accompagner dans leurs projets, sur la structuration du budget, tous ces éléments qui sont intimement importants pour se projeter. Je précise un élément et j'en termine. Ce sujet, on l'a daté sur 10 ans sur le schéma directeur. Sur la partie projet, on n'a pas mis de date. Et je me suis absolument, et on a précisé au club que l'objectif, ce n'était pas d'en faire un document politique et en 2026, c'était terminé. Ce qu'on a dit, c'est qu'on met en place la démarche, elle est progressive parce que nécessairement quand on change les habitudes, ça crispe un peu. Et puis on se dira à un moment, on reverra la copie pour voir s'il faut l'ajuster par à la fois l'évolution du modèle, l'orientation des pratiques et puis aussi les difficultés budgétaires comme on en vit à l'actuel. Voilà la progressivité qu'on a pu mettre en place et ce qui nous permet assez sereinement à la fois de répondre aux sujets impératifs du moment sur le budget et puis d'avoir une sérénité dans le projet associatif des clubs, notamment quand on parle de rénovation des équipements. Quand vous fermez une piscine, on en a une en ce moment, quand on ferme un gymnase, nécessairement le club ne va pas embaucher son salarié à ce moment-là. On leur permet d'avoir cette visibilité, cette lisibilité. Merci Raphaël pour ces méthodologiques et vous l'avez compris, le calendrier. Encore une fois, il est clairement de celui du partage, d'une ambition commune, montrer que évidemment on peut faire vivre ce bien commun qu'est le sport dans la cité, d'apprécier les priorités, et donc là aussi d'être en capacité aussi d'accompagner le développement des pratiques et simultanément de faire aussi du sport un enjeu d'attractivité. Là aussi, c'est l'intérêt du projet sportif local, c'est que ça vous porte une vision à 360 degrés de toutes les dimensions du sport. On le sait qu'elles sont nombreuses. C'est un vecteur de santé, de citoyenneté, de cohésion sociale, etc. Vous connaissez tous et toutes ce sujet. Et donc, on a avec cette formalisation du projet sportif local aussi cette démarche. Là aussi, à ce stade, c'est intéressant d'entendre le témoignage collègue de la ville de La Rochelle, qui a une approche un petit peu différente, puisqu'elle est partie d'abord de son schéma directeur, qui est la colonne vertébrale que celui des équipements, et comment, Catherine, vous avez appréhendé justement votre politique sportive autour de cela. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, quand nous sommes arrivés, nous avons commencé par un schéma directeur des équipements, parce que ça n'avait jamais été fait. Alors moi, je remonte à 2014 sur le premier mandat. Ça n'avait jamais été fait et le constat était que certains équipements étaient très, très, très fragilisés. On avait même un gymnase avec une verrière qui menaçait de rompre, etc. Donc, on a fait ce schéma directeur des équipements. Et à partir de là, on a priorisé certains événements. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la direction du patrimoine, avec mes collègues des affaires immobilières, avec tous ceux qui ont les compétences autour de ces projets-là. On a beaucoup partagé et on a priorisé nos équipements. Donc, on continue à les rénover. Et en parallèle de ce schéma directeur qui a été effectivement la colonne vertébrale de tout ce qui nous incombait de faire, en parallèle, on a fait un PPI sur un constat sur tout ce qui nous manquait.
Alors, ce qui nous manquait, c'était à l'occasion, alors notamment pendant évidemment ce qui précède les élections, mais on avait un certain nombre de remontées, et notamment de jeunes de quartiers prioritaires qui sont venus me voir très très rapidement au début du mandat en disant on n'a pas d'aire de street workout, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et donc on a bâti en parallèle du schéma directeur des équipements, on a bâti ce plan un peu de façon quand même très proche du terrain, puisque, alors évidemment, il y avait des gens qui sont venus nous voir en nous demandant des choses impossibles, pour nous, une patinoire, des choses comme ça. Bord de la mer, voilà, ça se discute. Et on a travaillé, alors en parallèle aussi, j'ai mis en place un comité consultatif du sport dans lequel il n'y a aucun sportif. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, Vincent, tu parlais du regard extérieur. Et là, j'ai mis par exemple un prof de PS pour tout l'aspect éducatif. J'ai invité le directeur de l'UCEP local. J'ai invité une fille qui est, on va dire, qui est porteuse de handicap et qui, elle, m'a expliqué toutes les difficultés pour elle, par exemple, dans les piscines, ce qui manquait. J'ai proposé à un médecin du sport de faire partie de ce comité. J'ai proposé au directeur aussi de PSL, profession sport loisirs. Et puis un menuisier parce que ce menuisier avait, skater par ailleurs, avait construit dans le mandat précédent un skatepark en bois qui était dans un état catastrophique. Voilà, donc on s'est entouré de ces gens, un directeur aussi de supermarché dans un quartier qui intervient beaucoup dans toutes les manifestations, pour avoir un regard extérieur, comme tu disais tout à l'heure, sur ce qu'on se proposait de faire, sur comment il fallait faire. Et puis on a travaillé aussi, je le disais, par exemple sur les aires de street workout avec les jeunes du quartier qui nous ont expliqué absolument comment il fallait, quel diamètre de barre, quelle inclinaison, enfin vraiment tout ce détail-là qui fait que l'équipement convient et n'est pas simplement le résultat, par exemple, d'un travail avec les entreprises, qui certes est intéressant, mais il y avait vraiment ce dialogue-là. Et là, on continue, sauf qu'on est un petit peu freiné parfois dans nos élans. Et juste une dernière chose, il y a aussi eu une magnifique opportunité. Un jour, on a vu débarquer un jeune, le patron de Tribord. Tribord, c'est la marque voile de Decathlon, qui a fait le tour du monde parce qu'il voulait installer un laboratoire recherche et développement quelque part dans le monde. Il a fait le tour du monde, et puis à un moment donné, il est venu chez nous, et il nous a expliqué qu'il voulait monter ce labo, qu'il avait besoin de ci, de ça, etc. Donc notre maire président lui propose un terrain dans une zone industrielle, ou artisanale, etc. Il dit non, c'est pas là que je veux être au cœur du système. Je veux être là, au port des Minimes, si vous connaissez, c'est-à-dire, il nous dit, il nous faut un ponton, et à partir du ponton, moi je vais pouvoir tester, je vais faire tester tous mes gilets, tout mon matériel, aussi bien aux petits-enfants moussaillons des clubs nautiques qu'à Charline Picon, qui était toujours dans sa progression olympique, etc. Et cette opportunité, eh bien, ça fait qu'on a mis par terre deux bases de voile pour construire Tribord d'un côté, et on a reconstruit une base de voile où on a réussi à fédérer toutes les associations de l'autre côté. Donc c'est aussi l'opportunité comme ça qui fait que Tribord a choisi La Rochelle pour ça, parce qu'il y avait toutes ces filières autour du port. Voilà comment on a un peu construit notre plan. Une conduite de projet clairement partagée, et c'est peut-être ça la philosophie générale qu'il faut retenir sur la méthode sur le projet sportif local. C'est à partir du moment où vous êtes dans une démarche à 360, ça veut dire que vous allez chercher tous les publics, tous les acteurs, parfois même ceux qui sont finalement assez éloignés du modèle organisé, parce que évidemment il faut aussi désormais pleinement appréhender l'autonomie du sport. Rappelons que l'essentiel de la pratique, elle n'est pas encadrée, organisée.
Néanmoins, il faut simultanément, évidemment, aussi aller chercher les formats plus traditionnels, fédéraux, scolaires, mais aussi, plus globalement, d'autres sujets et s'appuyer aussi sur les démarches qui peuvent être conduites par d'autres services au sein d'une collectivité. C'est l'enjeu autour de l'éducation avec le plan éducatif territorial. C'est aussi des enjeux de santé avec, par exemple, les contrats locaux de santé. Voilà, c'est aussi toutes ces démarches-là qu'il faut élargir pour consolider cette vision, porter ensemble, donc encore une fois, des ambitions communes. Comme l'a dit Raphaël, vous l'avez compris, pas obligatoirement datées. Idéalement l'adosser à des enjeux liés aux équipements, parce que, quoi qu'on en dise, sans équipement, la pratique est beaucoup plus compliquée, même si on a aussi des formats autonomes et on a eu des opportunités dans ce cadre-là. En tout cas, c'était les éléments qu'on voulait poser. Peut-être indiquer aussi, et c'est là aussi un élément de méthode important, c'est l'enjeu du diagnostic initial. Et dans ce cadre-là, en fait, vous avez, en fait, en tout cas, on va vous proposer une opportunité toute simple. Conduire cette évaluation, c'est candidater au label Ville active et sportive. C'est un label qui est ouvert à toutes et tous. Alors, il a ses exigences parce que ça permet en fait d'opérer un scan complet de toutes les politiques sportives dans toutes leurs dimensions. On évoquait l'éducation, on évoquait la santé. On n'a pas parlé, par exemple, des enjeux relatifs à la mobilité, à la pratique du vélo. C'est un vrai sujet. Voilà, on peut avoir ces démarches-là. Et l'intérêt de candidater au label Ville active sportive, qui sera ouvert pour son édition 2025 au début du mois de décembre, l'intérêt, c'est que justement, par cette démarche qui va vous obliger finalement à porter un regard critique sur la politique sportive que vous conduisez, qui vous permettra peut-être de valoriser votre politique sportive à l'automne prochain au seuil des élections municipales. Et là, vous allez disposer finalement d'un outil intéressant pour amorcer une démarche sur le futur mandat, pourquoi pas, avec une démarche concertée, co-construite, des assises du sport, pourquoi pas en local, pour associer tous les acteurs. Et à partir de cette base, eh bien, de pouvoir vous projeter à la fois sur des ambitions nouvelles en matière de pratique, mais aussi d'équipement. Et on sait ô combien, si on veut faire en sorte que la place du sport reste essentielle dans les politiques territoriales, eh bien, que ça nécessite qu'on porte des projets, pas simplement sur les équipements, mais aussi dans un format plus large. En tout cas, voilà une belle opportunité qu'on vous propose dans cette année 2025. Dernier élément avant de vous céder la parole pour qu'on ait un échange avec quelques questions-réponses. Vous indiquez que l'Andes mettra à disposition, puisqu'on a un organisme de formation, un certain nombre d'outils pour vous accompagner, en tout cas les élus que vous êtes, dans cette démarche, à la fois pour vous approprier quelques éléments de méthode, des retours d'expérience, et vous l'avez vu, on en a quelques-uns. Sachez qu'en France, il y a quand même au moins une cinquantaine de collectivités qui ont pleinement formalisé leur projet sportif local, qui, comme l'a dit Raphaël, peuvent aussi s'articuler avec les machins qui s'appellent les projets sportifs territoriaux qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, donc plutôt dans le périmètre régional. Et dernier point que je veux pousser, moi, c'est le fait que, idéalement, c'est vrai que c'est naturel, le sport, ça reste d'abord et avant tout une compétence, on va dire, portée à l'échelle communale, mais qu'il faut, autant que faire se peut, essayer de travailler dans un périmètre intercommunal. Parce qu'on sait aussi désormais que l'enjeu des bassins de vie, alors évidemment, il y a des différences en fonction des territoires, notamment sur un format plus urbain où ça peut être un peu plus compliqué. En revanche, on sait qu'il y a un grand nombre de territoires français qui souvent répondent à cet enjeu, et le périmètre intercommunal dans la réflexion permet aussi de pouvoir porter cette démarche plus globale et plus élargie. Voilà les quelques éléments qu'on voulait vous apporter, et je vous propose qu'on fasse, puisqu'il nous reste 3 minutes et demie, je vais prendre une ou deux questions si vous en avez. Bonjour, merci tout d'abord pour tout ce que vous faites, les adjoints au sport dans les différentes villes, parce que vous êtes très précieux. Moi, je suis Evelyne Siriegy, la présidente du comité olympique de la région Île-de-France. Et je suis très attentive à ce que vous dites par rapport aux projets et aux initiatives qui sont prises. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous avez pensé à faire une mutualisation des clubs dans vos villes, à savoir que certains clubs peuvent partir sur une compétition
pointues et d'autres clubs peuvent préparer ces clubs à aider à la potentialité des adhérents. Ce qui fait que, par exemple, dans la même ville, on a plusieurs clubs de basket. Et on pourrait avoir des clubs de basket qui initient ou qui font de la santé, d'autres qui font de la compétition, de manière à ce que vous puissiez avoir une obédience pour l'ensemble de la population. Et est-ce que vous financez autant les clubs qui font de la préparation ou qui font de la santé que ceux qui ont des résultats compétitifs? Merci, on retient la question, on va y apporter une réponse. Est-ce qu'il y a... Je prends une autre question et après on termine. Je ne sais pas s'il y en a. Oui. Est-ce qu'il existe un équivalent du label pour les intercoms? Ah, bonne question. Est-ce qu'il existe un label élargi aux intercommunalités comme Ville Active et Sportive? Allez, la première réponse, en tout cas quelques éléments de réponse à la première question posée. Et je terminerai, je conclurai sur... Premier élément là, pour répondre à la présidente sur votre question, je pense qu'elle est fondamentale et elle l'est encore plus aujourd'hui. Je vais être un peu cynique, je vous l'avoue, mais le temps où on pouvait tout faire avec les moyens qui étaient entre guillemets sans limite, notamment des communes qui sont quand même pour l'essentiel très bien gérées, parce qu'on est à peu près responsable de 6% de la dette, alors qu'on nous demande un effort de 5 milliards, soit dit en passant. La réalité, c'est que sur les clubs, en effet, on a un phénomène habituel, notamment dans les clubs, mais ça a bien évolué. Je tiens vraiment à le saluer. Le club qui dit « je veux performer et évoluer de niveau en niveau ». On sait que ça apporte plusieurs contraintes. La première, celui des équipements, leur adaptation, à la fois la tribune, le nombre de vestiaires, bon, je vous en passe. Le deuxième sujet, c'est les financements publics. Financement public parce que souvent, le haut niveau est très consommateur de crédit public. Et si on le compare par rapport notamment au crédit emploi, qui est un sujet notamment évoqué dans un nouveau guide qui est présenté à Landès sur son stand, mais finalement, nous, le cœur de cible, quand on est dans une collectivité, c'est que les clubs soient dans le périscolaire, c'est qu'ils fassent des actions dans le sport santé, c'est qu'ils soient présents dans les quartiers, c'est qu'ils apprennent nos gamins. Alors, j'aime pas, c'est un peu limitatif, le plan jeunesse évoqué par le ministre, mais la réalité, c'est que l'avenir, c'est nos jeunes. Donc l'essentiel pour les clubs, c'est qu'ils doivent avoir de plus en plus de jeunes. Et s'il y a une évolution sportive, notamment sur le sujet de la performance, oui, à mon avis, il y a des priorités. Et c'est de manière générale déjà réalisé sur beaucoup de collectivités. Après, je vais dire que je suis à moitié coupable. Les élus, on n'est pas toujours à 100% solidaires en disant à un moment, oui, il faut peut-être dire au club, monter, ce n'est pas votre priorité. Ce n'est pas toujours simple à annoncer. On a peut-être fait un peu preuve de paresse sur ce sujet-là. Mais très concrètement, au regard des limitations de budget actuelles, on n'aura plus le choix. Donc oui, il faudra, entre guillemets, le fil rouge sport sur l'événementiel, sur le haut niveau, créer des filières. Je pense le sujet des crêpes notamment. C'est un élément, les pôles. Mais encore faut-il que ces filières soient facilitées. Quand on prend l'exemple des pôles, je veux bien faire du haut niveau dans une discipline. Mais souvent, les clubs, ils veulent faire du haut niveau. Ensuite, ils veulent créer une section. Ils demandent en priorité dans le public. C'est ma philosophie. La réalité, c'est que ça ne se fait jamais parce que l'éducation nationale ne répond jamais à ces sujets-là. Il faut qu'on change ce prisme-là. Et puis derrière, c'est les moyens de la région qui sont souvent très présents sur le sujet du haut niveau, de manière complémentaire avec les communes, mais là aussi, dans le cadre du cercle de la haute performance, qui a très bien été engagé par l'Agence nationale du sport. Il faut créer en effet des filières, et notamment sur l'événementiel du fil rouge. On ne peut plus non plus, je me permets, j'espère qu'ils ne sont pas là, mais s'ils sont là, ce n'est pas grave. De la même manière, sur l'événementiel, je veux bien avoir 50 000 propositions à l'année, à demander à passer des délibérations de 50 000, 100 000, 150 000 euros pour faire des événements, souvent proposés par les fédérations. Une année, c'est un sport, une année, c'est l'autre sport. C'est plus possible. À un moment, le but, c'est quoi? C'est quand on a un événement comme le FIS à Reims, on le construit depuis de nombreuses années avec un organisateur, on a développé les disciplines, on a développé les lieux de pratique en libre accès. Ça, c'est une stratégie. Est-ce que, dans le même temps, faire un autre sport de manière ponctuelle, alors qu'on n'a pas de club, parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé de la lumière et une porte et surtout un bon payeur, est-ce que c'est la solution? Je ne le pense pas. Merci voilà pour un élément de réponse. Et je conclus en apportant aussi une réponse alors, qui va sans doute vous décevoir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le label, il est ouvert uniquement aux villes, puisque c'est d'abord une approche communale qui a été portée. Néanmoins, je vous indique que nous sommes en réflexion, et je pense que sans doute pour le futur mandat, donc plutôt 2026,
on aura une proposition ouverte à la démarche intercommunale. Ça va de pair avec ce qu'on a conduit avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui, vous le savez, avait lancé un label et une communauté qui s'appelait Terre de Jeux, qui était sur une base volontaire, beaucoup plus modeste dans son appréhension, mais qui permet en fait de constituer peut-être un premier jalon, une première étape pour on va dire, porter vers une démarche plus globale. Et c'est celle du label Ville Active et Sportive qui converge. Et donc, on a pleinement intégré le fait que sur cette démarche, il y avait une ouverture à l'intercommunalité. Et donc, on ne s'interdit pas de pouvoir conduire celle-ci. Néanmoins, il faut aussi être conscient qu'à l'échelle nationale, il y a finalement assez peu de PCI qui disposent de la compétence sport à titre de l'intercommunalité, à l'exception évidemment dans le cadre de la loi MAPTAM sur les métropoles de cette obligation. Mais néanmoins, c'est une démarche qu'on a pleinement intégrée. Donc, pas de réponse à court terme. Néanmoins, cette ambition à moyen terme. En conclusion, merci à toutes et tous d'avoir été présents. Merci à nos témoins. Et puis, si vous avez besoin d'autres compléments d'information, on se tient à votre disposition. On est juste à côté. N'hésitez pas. L'Andes est votre pôle ressources. Merci à toutes et tous.